Good Morning Business. Le débat. En effet, l'idée, elle a germé, mais elle a germé de l'autre côté, outre-Atlantique, Nicolas Do. C'est le retour de l'ISF version US. Alors, version US, oui, justement, parce qu'il y a une particularité. Oui. En tout cas, là, il y a une réalité, c'est qu'on a un Sénat aux États-Unis qui est à 50-50, donc une voix fait tout basculer. Et il y avait, vous le savez, toute une série de hausses d'impôts qui devaient intervenir pour financer les énormes investissements Biden. L'impôt sur les sociétés à 28%, l'impôt sur le revenu qui devait monter à 39,6%, les gains boursiers également qui sont taxés à 20% et qui devaient être taxés à 39,6% pour tous les Américains qui dépassent $1 million de revenus par an. Et patatras, ça n'est pas passé au Sénat à cause d'une voix démocrate d'ailleurs. D'ailleurs, Joe Biden au printemps il proposait d'aligner la fiscalité des plus-values du capital en fait sur celle du travail, comme avait fait François Hollande. Bon, là-bas, ça coince. Une voix démocrate centriste. Hein, oui. Et alors, ce qui est frappant, c'est que vous disiez l'ISF version américaine. Et là, il s'agit d'imaginer qu'on va taxer les plus-values latentes. Latentes, ouais. C'est-à-dire en fait des plus-values potentielles si vous les réalisez, mais que vous n'avez toujours pas réalisées. Et c'est défendu. 20% sur les plus-values latentes. C'est défendu par la chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Donc là, on dit qu'on va rapporter 250 milliards de dollars en 10 ans de recettes. Oui, parce que la première année, on regarde combien vous avez de plus-value latente et boum, 20%. Donc là, c'est énorme le montant. Oui, donc on imagine 250 milliards de recettes sur 10 ans. Bon, c'est un peu dérisoire par rapport aux 2000 milliards actuellement engagés par les investissements. Et l'idée, c'est de viser les vraiment très, très, très gros contribuables américains. Donc 700 personnes qui ont aujourd'hui un patrimoine supérieur à $1 milliard ou alors qui ont déclaré plus de 100 millions de dollars par an de revenus pendant les 3 ans qui se sont écoulés. Là où je suis un peu étonné, c'est que j'ai demandé à mon historien préféré, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on sait aujourd'hui taxer des plus-values latentes? Est-ce qu'on a déjà taxé des plus-values latentes? Ça fait que commencer ce débat. Je suis très dubitatif sur l'idée qu'il va aboutir favorablement. Comme d'ailleurs les précédents débats fiscaux aux États-Unis, on voit que la question fiscale est prise plus au sérieux là-bas généralement que chez nous. Mais voilà, c'est quand même très très particulier d'imaginer qu'on va taxer des plus-values latentes. Et elle considère, Nancy Pelosi, que une plus-value latente, elle est malgré tout très importante dans le patrimoine des Américains et qu'évidemment elle échappe à l'impôt aujourd'hui tant qu'elle n'a pas été réalisée. Alors c'est quand même très avancé cette affaire, parce qu'il semble y avoir un consensus. La première année, je vous le disais, on taxe immédiatement à 20% votre plus-value latente. Après c'est le delta, donc il y aura moins les années suivantes. Et on ne taxe évidemment que les sociétés cotées. C'est ce que dit le texte, le compromis américain. Est-ce que c'est une première, Jean-Marc Daniel? Oui et non, c'est une première sous cette forme moderne. Mais cette idée d'ailleurs qui a été reprise par Janet Yellen, elle se justifie en expliquant que c'est pas un impôt sur les riches, c'est pas un impôt punitif, c'est un impôt pour améliorer, augmenter la circulation du capital au sein de l'économie américaine. Or, elle se réfère aux économistes du XVIIIe siècle qui voulaient mettre un impôt sur la propriété foncière pour inciter les gens à cultiver leurs champs. En leur disant, si vous cultivez pas votre champ, effectivement, il y a une sorte de perte de production. En revanche, si on vous met un impôt, vous allez être obligé de le cultiver, ne serait-ce que pour payer l'impôt en question. Et donc, elle se réfère explicitement à ce corps de pensée. Donc, elle n'est pas directement dans la ligne d'une partie du Parti démocrate qui, elle, réclame un impôt pour punir les riches. Et donc, on arrive à ce compromis où c'est 600 à 700 personnes qui sont concernées, c'est-à-dire on est vraiment dans le spectacle là, même si on peut considérer qu'à 20% les sommes qui vont être ramassées sont importantes. Vu la masse de ce que représente le budget des États-Unis, c'est relativement faible. Donc, en fait, on est vraiment dans le spectacle, d'autant plus que là, Nicolas l'a rappelé, il y a quand même un sénateur ou 2 sénateurs, un de Virginie-Occidentale, l'autre d'Arizona, qui sont en train de passer plus ou moins dans l'opposition, en tout cas qui font barrage à toutes les mesures issues de l'extrême gauche du Parti démocrate, qui sont dans une tradition un peu sudiste du Parti démocrate, en disant qu'ils sont démocrates par haine de Lincoln, plus que par adhésion au discours plus ou moins gauchiste du Parti démocrate actuel. Et donc, je pense que de nouveau, il va y avoir un débat pas possible au Congrès. S'ils arrivent à un texte après, il va y avoir des chicanes pas possibles. Donc, je dirais simplement pour conclure, reprenant un peu, paraphrasant une formule, vous savez, des Tchécoslovaques en 68, ils disaient « Lénine, réveille-toi, Brejnev est devenu fou ». J'ai envie de dire « Kennedy, réveille-toi ». Biden est en train de devenir fou. Et donc, Nancy Pelosi et Joe Biden, qui ont connu Kennedy, ils ont voté à la convention devrait se souvenir que le programme de Kennedy, c'était la baisse des impôts. C'était pas Reagan qui a amorcé la baisse des impôts, c'est Kennedy. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Do.